Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 9! Épisode 1, nous sommes de retour après une pause légèrement plus longue que la normale, mais c'est pas grave, nous sommes prêts. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de JF. Oh yes! Salut Simon, comment ça va? Oh, je suis content de te retrouver, JF. Toi, ça faisait va longtemps, ça faisait longtemps! Hey, ça faisait un petit bout, là. Là, on était dû, on avait le goût, hein? On était prêt à recommencer, je pense. Yes! Et il était là depuis le début. Bien entendu, n'oubliez pas que nous sommes maintenant 3. La légende PPPPPP7 est parmi nous. Salut Pierre! Oui, c'est moi ça. Oh, vous avez entendu cette voix feutrée avec un micro d'or, mesdames et messieurs. Rien de moins quand même. Oh, et là, ben, c'est le début. Je suis sûr qu'il y a plein de gens, là, vous écoutez ça dans vos oreilles, vous êtes excités, fébriles de recommencer cette saison de Balado Ludique. Nous aussi, on est vraiment excités. Nouvelle saison, nouveau concept. Vous allez voir, on essaie d'être tight. On essaie d'être tight, puis on essaie de l'être pour de vrai. C'est pas un running gag cette fois-ci. On s'en va à la télé, on vous le dit. Ouais, c'est ça, en tout cas, dans quelques années. Avant d'aller un peu plus loin avec la saison, je tiens à remercier du plus profond de notre cœur et au nom de toute l'équipe de Balado Ludique, les Patreons. Merci beaucoup les Patreons. Vous avez en plus été là pendant l'entre-saison de façon exemplaire. C'est grâce à vous que on peut se payer un nouveau micro. C'est grâce à vous qu'on peut payer l'hébergement pour notre podcast. Donc vraiment, c'est surtout grâce à vos encouragements qu'on a le goût de revenir avec des nouveaux concepts et de continuer ce projet qu'est Balado Ludique. Même si c'est un projet qui nous amuse beaucoup, ça reste quand même que c'est beaucoup de travail derrière. Messieurs, un petit mot pour les Patreons? Ben oui, c'est sûr qu'on est content de revenir. La dynamique a tellement changé de l'industrie depuis le COVID, depuis les confinements, que ça devient particulier même pour nous. Il y a beaucoup de projets aussi, comme vous le savez peut-être, qui s'en viennent dans d'autres secteurs. Mais malgré tout, on tenait à continuer le podcast et essayer de vous faire réfléchir plus, aller en profondeur du jeu et du ludique et découvrir les ficelles cachées de l'industrie. Et c'est ce qu'on va vous livrer cette saison. Oh yes, JF c'est toujours le gars derrière les rideaux qui va aller décortiquer l'industrie pour nous. Toi Pierre, qu'est-ce que tu nous prépares cette saison-ci? Des choses qui sont fidèles à mes habitudes, forcément. Des détails croustillants dans des anecdotes croustillantes qui peuvent relever de quelques secteurs obscurs du monde du jeu. Wow! Alors, juste pour vous dire rapidement comme ça, cette saison-ci, qu'est-ce qu'on a prévu de faire? C'est chaque épisode, chacun de nous trois va préparer une chronique qu'on va livrer aux autres. Peut-être qu'il y aura quelques réactions et échanges, mais essentiellement, c'est ça le concept de la saison 9. Et le concept aussi, c'est qu'on n'a aucune idée c'est quoi les chroniques des autres. En fait, c'est assez risqué comme jeu parce que peut-être même qu'on aura des chroniques qui vont s'overlapper, comme on dit. On espère que non, mais bon, c'est une possibilité. Il y a des chances. Ouais. Avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet, un petit message d'intérêt public. Le Party Beach Party de Balado Ludique. Oh oui, habituellement on vous annonce ça comme une semaine à l'avance. Les gens écoutent le podcast une semaine en retard. Fait qu'au final, quand le party est passé, vous l'avez pas su, puis c'est dommage. Fait que là, on est rendu organisé, on est rendu sérieux. On a déjà décidé la date du party de fin de saison de Balado Ludique, le 11 avril en après-midi. C'est un dimanche, il annonce beau. Quoi de mieux que de passer la journée devant votre ordi à regarder ça en live avec nous. On aurait aimé ça faire une activité là, physique et tout ça, mais j'ai comme l'impression que ça sera pour la prochaine saison. Entre-temps, 28 avril en après-midi, mettez ça dans votre agenda. Est-ce qu'il annonce vraiment beau?
Ah ouais, il annonce 22, je pense. Vraiment? Ouais, il annonce 22. Juste pour vous dire, là, moi, je déménage le 27 avril. Fait que ça va être toute une aventure, si vous voulez mon avis. Mais bon. Donc, comme il se doit, on va commencer par un petit tour de table, les manchettes, l'actualité. Qu'est-ce qui s'est passé de bon? JF, tu veux-tu commencer? Ben là, s'est-tu passé quelque chose de bon? Je pense à rien, là, non? Ça, c'est clair qu'il se passe pas grand-chose. Mais oui, il s'est passé des choses. Écoutez, malgré le confinement et tout, c'est plus difficile là, pour moi d'avoir accès à des jeux, mais j'ai quand même pu découvrir quelques petits perles. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté de parler de la suite de la fameuse saga, série narrative de jeux coopératifs qui est Pandémie Legacy. Saison 0. Oh, yes! Alors, j'ai hâte d'entendre parler de ça. Sans spoil, évidemment, je vais faire mon possible pour vous en parler, mais sans dévoiler des punchs. Je ne l'ai pas encore terminé, mais c'est un jeu qu'on va continuer à se faire plusieurs parties les fins de semaine. Et c'est ça qu'on a hâte de découvrir, de continuer à découvrir l'histoire. Alors, la prémisse de Pandémie Legacy, la saison 0, elle se passe dans les années 60. Nous sommes des médecins qui avons été recrutés pour faire de l'espionnage. Et dans cette ambiance de guerre froide, nous allons devoir évidemment essayer de contre-espionner, de contrer les espions russes, mais aussi de ramasser de l'information sur des expériences plutôt dangereuses qui ont l'air de se passer en Union soviétique. Donc, tout au long de la partie, nous allons justement être ces agents-là et on va avoir des missions à remplir. On s'entend, c'est un Pandémie Legacy, on reste dans la même gamme de jeux, dans les mêmes types de mécaniques, mais comme Pandémie Legacy saison 0, c'est en réalité la 3e version d'un Pandémie Legacy, on voit qu'ils prennent de plus en plus là, de liberté avec le système, et c'est ça qui est génial de voir, c'est qu'il y a encore des choses nouvelles, encore des nouvelles choses à découvrir avec ce système tant et tant utilisé. Donc, c'est ça, vous savez, j'aime beaucoup les premières saisons, donc c'était un incontournable. Je pense que c'est aussi un très bon jeu de confinement et un jeu qui se joue très bien à deux. Donc, moi, c'est un jeu que je vous conseille. Si vous n'avez pas fait les autres saisons, vous pouvez faire la saison 0 en premier. C'est pas si grave que ça. En réalité, il n'y a pas de lien à part le lien narratif un peu entre les différentes saisons. Mais c'est ça, Pandémie Legacy, saison 0. Jusqu'à maintenant, ça vaut la peine. Oui, ben j'ai entendu beaucoup de bons commentaires, comme quoi possiblement que c'était peut-être la meilleure des 3 moutures. Là. C'est mon feeling, il faut voir, je vais avoir un meilleur avis après, après l'avoir fini, mais ouais, j'ai un peu ce feeling-là aussi. Mais comme je dis, c'est tellement nouveau, ben pas tellement nouveau, mais dans le sens que ce qu'ils réussissent à faire avec le même système, on sent pas que c'est trop recyclé, puis que c'est étiré, c'est rafraîchissant, nouveau, puis il y a comme un aspect de déduction un peu dans le jeu, tu sais, ce qu'il y avait 0 avant. Fait, en tout cas, il rajoute des couches là, qui sont vraiment intéressantes. Très très cool. Très très cool. J'ai bien hâte d'essayer ça. Ben oui, toi tu vas te faire 5 games en même temps, genre avec 3 groupes différents. Ouais, ben là, je me suis dit peut-être que j'allais le jouer solo. C'était peut-être la meilleure façon pour moi de Je pense que c'est la meilleure chose. Ouais, joue le solo. Ouais, ok. Fait que, ben là, justement, je regarde une de mes boîtes de Pandémie Legacy saison 1, que là, je pense encore, non, mais attendez-moi pour le jouer, les gars. Attendez-moi pour le jouer. Ouais, c'est ça. Je t'attendrai, je te le promets. Oui, j'ai eu cette situation avec la saison 1. J'ai dû recommencer une partie. Avec une autre mais toi tu le joues à deux là. Oui. On s'entend, ça c'est probablement la façon idéale de jouer en couple à la maison là. Il y a pas de il y a peu de chances là, que ça cause problème sur les disponibilités là. Non, c'est ça, ça accélère, on peut se permettre de faire 4 games dans une même journée, c'est pas problématique. Dans une journée de congé évidemment, mais c'est ça. Télétravail. Télétravail.
Donc c'est ça, il y a beaucoup de... ouais, c'est ça. Nous, on joue à deux. Moi, je trouve que c'est un format idéal. Là, deux... Encore plus dans ces conditions où c'est plus difficile de se réunir, mais c'est déjà difficile de se réunir en temps normal avec les mêmes gens pour faire comme plusieurs séries. Donc ça, c'est un format que moi j'aime beaucoup, mais c'est pas impossible, j'imagine, dans le futur. Il y a des gens qui l'ont fait, Ils parlent pas de ça. Pierre, qu'est-ce que t'as pour nous, toi, comme manchette? The Shivers, qui serait traduit par les tremblements en français. C'est probablement un des projets Kickstarter qui m'intrigue le plus, et Dieu sait que ça en prend énormément pour qu'un projet Kickstarter m'intrigue, puisque je suis de nature à ne jamais avoir acheté quoi que ce soit dans tous les Kickstarter depuis que le phénomène existe. Oh yeah! Join the club! Exactement. Alors, quand je vois des Kickstarter apparaître qui sortent des sentiers battus, mais qui sortent vraiment des sentiers battus, alors là, je suis intrigué. De là à investir, par contre, c'est encore une autre étape. Mais évidemment que je surveille les jeux de près. Par exemple, c'était le cas pour Beasts of Balance, qui était sorti il y a déjà 2 ans, mais maintenant qui est accessible enfin aux Québécois depuis l'année dernière. Mais j'avais mis la main sur le jeu aussitôt qu'il était disponible il y a 2 ans et ça m'avait complètement jeté par terre. Donc, pour ceux qui... C'est pas une copie que t'as payé 200$ là, pour que un mois après tout le monde en aille, c'est ça? C'est pas ça? Non, 150. Pas comme Pie Face. Non, peut-être pas 150. Peut-être ça. Mais bref. Beasts of Balance, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeu avec application. En fait, c'est un jeu hybride qui va jouer à la fois avec votre appareil intelligent et le jeu lui-même. Et c'est l'un des rares jeux qui réussit vraiment une hybridation parfaite parce que c'est un jeu d'empilement et à chaque fois que vous empilez des choses, ça active votre appareil intelligent. Et là, il y a une stratégie qui se développe par rapport à ce que vous voyez dans l'écran et dans ce que vous faites avec le jeu. Mais The Shivers n'a absolument rien de ça. The Shivers est plutôt un jeu de rôle. Mais c'est un jeu de rôle très 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 léger. Je dirais bien que c'est une introduction à un jeu de rôle. C'est qui le rend si unique, ce The Shivers, qui est prévu pour être distribué et vendu. En fait, les premières copies seraient vendues dans l'automne de cette année. C'est que c'est un jeu qui mélange deux choses qui n'ont jamais été faites avant. Le principe d'un jeu avec les livres en 3 dimensions. Ah, les livres pour enfants, là, que tu ouvrais, puis il y avait plein de choses dedans qui se déployaient, là? Oui, exactement. Donc, ça devient vraiment quelque chose d'absolument fascinant parce que il fallait y penser. C'est surprenant même que ça n'a pas été y pensé avant, mais de jumeler ces deux concepts-là ensemble, ça allait de soi. Et c'est M. Andy Logan, qui vient de l'industrie du jeu vidéo, qui a pensé à faire ça. Dans la foulée de la popularité des jeux de rôle qui prend vraiment du galon depuis, je dirais, 10 ans à cause justement de cette mode des jeux narratifs qui revient à grands coups de jeux legacy et de jeux de escape room. The Shivers va, dit-on, avoir des feelings de escape room en boîte. Et si c'est le cas, ce qui va être vraiment extraordinaire, c'est que c'est probablement le premier jeu dans ce genre-là qui non seulement va reproduire les principes d'un escape room, mais qui va vraiment littéralement miniaturiser la pièce sur une table. Fait que c'est vraiment un escape room, là. Ben, je ne sais pas exactement si ça va être un escape room. On dit que ça va avoir des sensations de ça quand on va y jouer, parce qu'il va falloir quand même trouver des objets cachés, résoudre des énigmes. Mais en même temps, je pense que ça va être un jeu qui va être à scénario, où on va avoir des personnages qui vont évoluer d'un scénario à l'autre. Et c'est destiné aux petits comme aux grands, donc âgés 7 ans et plus. Alors évidemment, il ne faut pas s'attendre à avoir des affaires très très musclées dans le jeu. Mais en même temps, je ne pense pas que ça va être un jeu non plus qui va être enfantin.
Bref, j'attends ça de pied ferme parce que j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Ah ben Pierre, je suis vraiment content que tu portes une attention particulière au jeu sur Kickstarter. Je suis vraiment content parce que je sais que tu vas nous trouver des petites pépites sur Kickstarter justement qui sont pas... ça a l'air quand même pas d'un jeu obscur, là. Je pense que ça va être assez populaire sur Kickstarter. Mais il y a tellement de jeux à regarder que je suis content que tu puisses te faire un peu le détective sur Kickstarter. Oui, ben, je le ferai pas constamment, mais évidemment, quand je vais le faire, je vais m'y appliquer, ouais. Cool. Alors, sans plus tarder, on va faire toujours ça à chaque épisode, un petit tour d'actualité. On va prendre le temps qu'il faut, mais en même temps, on veut rester tight. Fait que là, ça va être 2-3 personnes. Ça va dépendre à la vitesse à laquelle on va et les sujets qu'on va aborder. Et sans plus tarder, on va se lancer donc dans nos chroniques du jour. Je vais donner la parole à JF. Alors, merci Simon. Et oui, aujourd'hui, j'ai préparé un petit sujet pour vous. Préparez vos lunettes de geek et placez votre chemise blanche bien profondément dans vos pantalons, puisqu'on va aborder des sujets d'intello, des sujets de nerd. Nous allons décortiquer les ficelles intrinsèques de l'interactivité et de l'interface afin de vous amener une meilleure compréhension du design, du fun. Nous allons donc aborder le sujet du lien qui lie le jeu au joueur et cette mince couche invisible transparente qui est l'interface. Alors, souvent, je fais des références à mes expériences de tests, de playtests, de prototypes. Parce que ça nous permet d'avoir une bonne vision de ce qui marche et ce qui marche pas et de se poser des questions sur des choses qu'on prend pour acquis. Quand je teste des prototypes, il y a souvent 2 mots que je vais souvent utiliser et c'est des conseils aussi, c'est le conseil de l'ergonomie et d'avoir un jeu intuitif. C'est des termes qu'on peut prendre de différentes manières. Aujourd'hui, je vais vous décrire d'autres termes qui englobent ces concepts-là puis qui fait en sorte qu'un jeu, que les jeux ont des choses... que les jeux ont des éléments à lesquels on est tellement habitué de voir puis d'interagir avec, on se rend même plus compte que ces éléments-là sont primordiaux à la compréhension et à l'utilisabilité du jeu. Alors, en continuant mes recherches, je me suis rendu compte que ces concepts-là, ils me semblaient tous comme évidents, logiques et peut-être sans nécessité réelle de vouloir en parler outre mesure. Mais jusqu'à ce que je tombe sur un exemple qui va bien vous illustrer un peu l'importance de ce genre de petits détails dans le jeu. Alors, si on prend un jeu de cartes classique, quand on l'a dans les mains, il est facile à manipuler. On est capable de connaître toutes nos cartes facilement à l'aide des symboles qui sont placés en haut à gauche de la carte. Peu importe dans quelle orientation, le symbole est là. On a juste besoin de les mettre en éventage légèrement pour avoir un aperçu général de nos cartes. Alors, je pourrais vous mettre au défi d'essayer de jouer à un jeu de cartes traditionnel classique, mais sur lequel on aurait retiré tous les symboles dans les coins. Affreux. Est-ce que... Donc, on va se rendre compte rapidement que l'utilisabilité des cartes, elle est grandement déficiente par rapport à si on avait seulement placé ces petits icônes-là. Est-ce qu'il y a eu des symboles dans les coins des cartes depuis toujours? Ben non, bien sûr que non. Avant, il y a eu une époque où il n'y en avait pas, mais lorsque ce concept-là a été intégré et qu'on s'est rendu compte là, du gain d'efficacité, il était impossible de faire marche arrière. Et depuis ce temps-là, c'est ce genre de concepts qui sont présents, c'est un code non dit, non écrit, qu'on n'explique pas, qu'on n'a pas besoin d'expliquer outre mesure, car il est intuitif et c'est un genre de code qu'on est habitué de travailler avec. C'est ce genre de choses qui sont tellement intégrées à nos habitudes que on s'en rend plus compte à quel point ces choses-là, ils sont importantes et qui ont été designées et pensées dans une optique de design. Et c'est seulement quand on les retire qu'on se rend compte de leur importance. En faisant tout ça, puis en lisant ça, je sais comme... Ça m'a fait penser à quelque chose qui m'est arrivé plus jeune...
une situation que je suis probablement pas le seul à avoir vécu, mais étant plus jeune, j'étais passionné de cinéma et bon, le rêve était toujours d'acheter la caméra qui nous permettait de faire les films qu'on voulait faire, mais ce genre de caméra-là, c'est très cher, c'est 1500$. Si tu veux avoir une petite caméra cheap, c'est 500$ environ. Donc, sachant ça, comme, j'achète-tu une caméra à 500$ en sachant qu'elle est cheap ou j'attends un peu puis j'investis. Mais là, en faisant du lèche-écran sur les marchés opus chinois des interwebs, je tombe sur cette caméra-là à 100$. Wow, le deal! Ça! Pourquoi m'acheter une caméra cheap à 500$ plutôt que m'acheter une autre caméra cheap à 100$? C'est une caméra, la qualité risque d'être moins bonne, mais bon, je vais quand même pouvoir l'utiliser puis m'en servir. Erreur fatale! Premièrement, l'écran pour voir ce qu'on filme n'est pas rotatif. Ce qui signifie que peu importe dans quel angle tu mets ta caméra, si t'es pas directement, tes yeux directement dans le même angle que l'écran, il est absolument impossible de voir ce qui s'y passe. Et ça, c'est juste sans parler de la luminosité de l'écran tellement basse qu'il est juste impossible de filmer à l'extérieur. Et deuxièmement, bien que la caméra filme en 1080p, cette caractéristique détermine seulement le format de l'image et en rien sa qualité. Alors, t'as beau filmer en HD, 1080p ou en 4K, si tu filmes en 2 mégapixels, tu vas jamais avoir des bons résultats potables et même acceptables ou utilisables. Donc, ça, c'est juste 2 exemples d'expériences d'utilisateurs déficients avec ce produit. Est-ce qu'il est possible de filmer? Oui, c'est sûr qu'il est possible de filmer. La caméra est fonctionnelle, permet d'enregistrer des images, les utiliser par la suite. Par contre, ça rend son utilisation très difficile et beaucoup moins agréable à utiliser et intuitif. La résultante est que, finalement, après m'être rendu compte des différents problèmes avec le produit et l'avoir essayé pendant à peine 10 minutes, il était rangé dans mon garde-robe et pour ne plus jamais être vu. Donc, ça me fait penser à que tous ces petits détails-là qu'on prend pour acquis, une caméra, c'est pas possible que ça soit une qualité affreuse à notre époque, ou une caméra, c'est pas possible que l'écran ne puisse pas se pivoter. Ben oui, c'est possible, et sans ces éléments-là, on vient de mettre un obstacle qui est grand entre l'homme et l'utilisation d'un outil ou d'un système. Donc, si je parle de caméra, c'est pour vous exposer l'importance des petites choses qu'on prend pour acquis. Parce que oui, le jeu de société est un système, c'est un système avec lequel les joueurs interagissent, communiquent, et ils l'utilisent afin d'accomplir un objectif. Bien que l'objectif dans le jeu, c'est la satisfaction du joueur, son utilisabilité reste tout de même le lien primordial afin de permettre une interaction. Afin de déterminer les qualités d'un système, je me suis basé sur les écrits du Dr. Jacob Nielsen, qui est un expert en ergonomie informatique et utilisabilité de sites web, qui propose 5 angles d'analyse qui nous permettent de tirer des conclusions qualitatives d'un système qu'il englobe dans le concept général d'utilisabilité ou de convivialité. Donc, rapidement, ces 5 angles d'analyse. Le premier, c'est l'apprentissage. C'est quoi la difficulté d'un nouveau joueur à apprendre et à interagir avec l'interface? Par exemple, dans Catan, les joueurs ont accès à seulement 3 types de pièces qu'ils peuvent utiliser. Cette quantité réduite de matériel rend son apprentissage relativement simple. Par contre, le coût pour placer ces éléments-là est variable d'un élément à l'autre et est beaucoup moins facile de s'en rappeler, beaucoup moins intuitif et beaucoup plus difficile de s'en rappeler par cœur. Tout simplement en ajoutant un aide-mémoire des coûts pour chaque joueur, on vient de réduire la charge d'apprentissage de façon rapide et en temps voulu quand le joueur est prêt à absorber cette information-là. Ça fait le lien aussi avec le deuxième point, qui est la mémorabilité. Est-ce que c'est facile de se rappeler du système? Et quand on a été loin de ce système-là,
pendant un certain temps et qu'on y revient. Est-ce qu'on est capable de se rappeler de ce qu'on avait appris la première fois? Est-ce qu'on est capable de se rappeler des bribes au moins d'informations qui nous permettent de nous replonger dans le système plus facilement? Le troisième point, ce serait l'efficacité. L'efficacité afin d'éviter qu'un jeu... souvent, on va avoir on va dire qu'un jeu est clunky ou fiddly, qu'il y a des mécaniques qui sont pas tight. Ben, un jeu qui utilise des mécaniques de façon efficace et originale, c'est ça qui va déterminer, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va considérer que le jeu est efficace, c'est qu'il fait le plus de choses avec le moins d'efforts possible, donc le ratio entre les deux est bien présent et bien proportionné pour donner l'expérience optimale. Le quatrième point serait la précision. C'est sûr que la précision de l'interface, ça nous permet d'éviter des erreurs de la part du joueur. Si les éléments importants du jeu sont disposés de manière efficace, autant la lecture du jeu et l'application des bonnes règles n'en est que bonifiée. Par exemple, si on prend Terra Mystica ou Sight, ben il y aurait eu plein de façons de représenter comment les bonus sont attribués aux joueurs, et à quel moment tu fais tel bonus, pour combien de maisons, tout ça. Mais au lieu d'utiliser des chartes, des aides-mémoire de joueurs, tout simplement, le plateau de joueurs te donne une précision qui est impossible de se tromper, c'est-à-dire qu'au moment où tu vas prendre un bâtiment de ton plateau personnel, tu vas le mettre en jeu, et il y a un élément qui apparaît, cet élément-là est très intuitif, il est dans ta face, au moment où tu l'enlèves, il est présent, il est très difficile de l'oublier, et donc a une précision, une clarté parfaite. Il faut dire aussi que la précision concerne les règles de jeu, super important qu'ils soient extrêmement précises. Finalement, le dernier facteur qu'il parle, c'est évidemment la satisfaction. Parce que oui, la satisfaction, c'est prendre en compte les besoins d'un utilisateur dans un contexte et d'essayer d'harmoniser le confort avec l'efficacité. On veut permettre que le joueur se sente bien dans le système, mais en ne dérogeant pas de l'efficacité, donc de nous permettre d'être quand même efficace malgré qu'on tente d'harmoniser le système aux joueurs. Donc, ça, c'était les principes de base. Il y aurait beaucoup de choses à parler, beaucoup d'exemples à donner, mais je vais m'arrêter ici aujourd'hui sur ce sujet et je vais laisser les quelques minutes qui nous restent pour en discuter. Oui. Pierre, tu veux-tu y aller ou... Je vais te laisser commencer. Ouais, c'est Pierre, il se réserve toujours le dernier droit de parole. Vous allez commencer à connaître son personnage, hein, parce que vous le connaissez comme une légende et tout ça. Là, vous allez l'apprendre à le connaître comme un animateur de balado ludique qui se prédispose toujours du dernier droit de parole. Promo GF, l'affaire des caméras, je suis tellement d'accord avec toi. J'avais acheté toi aussi, hein? 2 caméras pour 50$ chacune. Quelle aubaine! 2 caméras pour 100$. J'ai filmé avec à peu près pendant 10 secondes pour me rendre compte que j'avais perdu littéralement 100$. Donc, effectivement, des fois, ça vaut pas la peine de cheaper, de cheap out. Ça peut être pire que qu'est-ce que vous pensez. Ouais, exact. J'adore cette discussion-là sur l'ergonomie, sur les interfaces. C'est quelque chose qui m'intéresse autant dans le cadre de mon métier de tous les jours de designer de site web, mais aussi dans le cadre de la création de jeux de société. T'as mentionné tellement de points qui sont intéressants et importants. On pourrait en parler vraiment longtemps. Une des choses qui a pas été mentionnée directement, mais qui touche à plein de ces points-là, et que je pense que les gens devraient porter une grande attention à ça, c'est la qualité des symboles et des icônes qui sont utilisés dans les jeux. Il y a des jeux où au final tu as l'icône, mais à chaque fois que tu regardes l'icône, tu sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, fait que tu vas toujours regarder dans les règles ou dans l'aide de jeu, ça vaut pas grand chose. Alors que contrairement à ça, il y a des jeux où les symboles, les icônes, l'iconographie du jeu est tellement bien faite que ça permet d'alléger beaucoup la charge mentale du jeu. Surtout quand tu es capable de le comprendre juste en le lisant comme ça, sans même te l'avoir fait expliquer. Là, des fois, les symboles, c'est tellement « Ah ben oui, ça c'est ça, ça c'est ça ». Parce qu'encore une fois, on utilise tout un langage qu'on a déjà utilisé dans plein d'autres jeux. T'sais. Juste un autre exemple,
la plupart du temps, quand tu vois un symbole, un slash, une barre, puis un autre symbole, la plupart du temps, c'est un ou l'autre. Ça va arriver des jeux qui utilisent pas ça ou qui l'utilisent différemment, mais la plupart du temps, c'est utilisé comme ça. Puis pourquoi faire autrement? La majorité des joueurs qui ont déjà joué à des jeux ont déjà vu ça et c'est absolument intuitif. Il n'y a pas de réflexion à faire, donc on peut se concentrer sur des règles plus difficiles, disons. Exact. D'ailleurs, verrons-nous un jour un système harmonisé d'icônes? On sait qu'il y a certaines compagnies qui essaient de le faire dans leurs jeux, ce qui est un gros plus parce que tu sauves beaucoup de temps là, à apprendre les icônes. Tout ça m'amène en fait à l'autre point par rapport à tout ce que tu dis, puis pourquoi ça m'intéresse autant, c'est que c'est un sujet qui est, bon, au-delà d'être relié au jeu, tu en as parlé pour la caméra, mais c'est universel. Ça marche pour les poignées de porte, ça marche pour comment une sécheuse est faite, ça marche pour n'importe quoi, c'est du design d'interface, du design industriel, dans tous les objets que vous utilisez, toutes les choses que vous pouvez voir, il y a un design derrière, donc c'est vraiment intéressant. Dans le cas d'un jeu de société, ce qui est cool, c'est que cette responsabilité-là, elle est partagée avec pratiquement tous les gens qui vont participer à sa création. Donc, c'est pas nécessairement la job d'un éditeur de faire qu'un jeu soit ergonomique, mais il peut aider. C'est pas nécessairement la job d'un auteur de faire que les symboles vont être clairs, mais il peut aider. C'est vraiment tout le monde qui participe à la création du jeu qui vont s'assurer que son interface, que son ergonomie est la mieux faite possible. Et en tant qu'auteur de jeu, pensez pas au design, au visuel de votre jeu, mais pensez à son ergonomie dès le début. C'est votre responsabilité. Oui, ça va être la responsabilité de tout le monde dans la chaîne, mais ça commence par l'auteur, donc je trouve ça vraiment intéressant. J'ai bien hâte qu'on puisse en reparler. Yes, moi aussi. Oui, effectivement. C'est pas mal dans cette lignée-là que je voulais m'avancer aussi. L'ergonomie devient de plus en plus sophistiquée dans les jeux de société. Ça fait suite d'ailleurs à un billet que le fameux Bruno Feduti a lancé sur son blog pour commencer l'année 2021 en janvier, le 3 janvier je pense qu'il a publié ça, où il faisait le constat que les jeux sont devenus de plus en plus sophistiqués depuis qu'il est actif publiquement sur la scène des jeux, c'est-à-dire depuis au moins 20 ans. Il a constaté à quel point l'évolution était tellement rendue raffinée qu'il se sent assez dépassé. Mais en même temps assez actif et assez informé pour amener encore ses contributions. Et forcément, dans ces raffinements-là, la symbologie des jeux devient assez cruciale et capitale. Ce qui est assez ironique compte tenu du fait que quand on regarde les jeux chez les Américains, c'est pourtant pas ça qui est la plus grande force des jeux américains. Les Américains ont cette fâcheuse tendance à se dire que si on lit un mot, c'est suffisant. On n'a pas besoin de le représenter universellement parce que, après tout, leur langue est universelle. Ils sont omniprésents sur la planète. Alors pourquoi ils devraient... On sent que l'anglais, c'est une langue qui est très symbolique, non? Oui, ben, c'est assez symbolique, mais c'est quand même textuel. Alors, c'est quand même moins représentatif qu'un triangle ou la couleur rouge. Mais pour un Américain, écrire red ou écrire triangle, ça va être absolument suffisant. Parce que il sait que il est accueilli partout dans toutes les cultures sur la planète. Alors pourquoi il se forcerait pour s'adapter aux autres? Donc, voilà. C'est mon 2 cents sur les jeux américains. Mais il reste quand même que... c'est universellement reconnu que l'ergonomie dans les jeux de société est devenue de plus en plus exigeante. Et oui, c'est effectivement le travail de chacun dans une compagnie de jeux de voir à ça. Mais je dirais que l'artiste a quand même un rôle crucial à faire là-dedans. Un artiste allemand qui a vraiment montré la voie à suivre là-dedans, c'est Franz Löwenkohl, qui probablement est devenu la première superstar des jeux de société dans le monde graphique des jeux de société. Et maintenant, les artistes des jeux de société sont pratiquement sur le même piédestal que les auteurs. Mais à l'époque où Löwenkohl dessinait des jeux comme la trilogie des masques, par exemple, Tikal, Java et Mexica,
Nice. Ben, il n'y avait pas vraiment personne qui parlait des artistes en jeu de société, mais lui, on en parlait. Parce que lui, il savait marier le beau style évocateur et vraiment très, très réussi pour nous transporter dans l'univers du jeu. Et en même temps, il respectait vraiment la clarté d'un plateau et la clarté des symboles. Et bon, forcément, l'éditeur derrière pouvait aussi le guider, mais ça reste quand même que c'était un chemin à défricher, là. C'était des choses inconnues, un terrain où on n'avait pas beaucoup d'études, beaucoup d'informations, puis c'était en découverte d'une certaine façon aussi. Oui, tout à fait. Non, c'est clair, puis les artistes, on va les voir de plus en plus importants, les jeux sont de plus en plus beaux, je pense que il y a encore beaucoup de matière à parler de ce sujet-là, mais bon, vous savez, on veut être tight, on veut être sérieux, on veut aller à la télé, donc on n'a pas le choix de respecter nos temps. Alors, ben Pierre, justement, t'étais bien parti, mais je vais maintenant te redonner la parole pour ta propre chronique, qu'on espère ne pas avoir à couper là, trop serré à la fin, mais je te laisse la parole. Parlez-moi d'amour, messieurs. Sexe. Redites-moi des choses tendres. Veux-tu être ma Valentine? Ah, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Voici une belle boîte de chocolat. On met la table, évidemment, pour des jeux qui parlent d'amour en cet enregistrement à la veille de la Saint-Valentin. Ouh. Tellement thématique. Et diffusé 4 jours après la Saint-Valentin. Donc, mais si vous l'écoutez évidemment plus tard que ça, disons que vous allez simplement entendre parler de jeux d'amour. Mais en vrai dire, j'avais plutôt envie de vous parler de situations dans le monde des jeux qui se sont manifestées grâce à l'amour. Oh. Parce que des jeux sur l'amour, on peut en trouver. Le plus connu, je pense, pour nos auditeurs, va probablement spontanément apparaître à leur esprit comme étant le jeu Love Letter, qui n'est pas tellement vraiment, disons, représentatif du monde de l'amour. C'est très tiré par les cheveux, le thème de la lettre d'amour dans ce jeu-là, où est-ce qu'on est tous censés être des personnages qui représentent ceux qui ont la lettre d'amour à délivrer une princesse. Mais finalement, on fait juste s'éliminer en essayant de découvrir l'identité secrète des personnages des autres joueurs. D'autant plus qu'on change d'identité au fur et à mesure que le jeu avance. Donc, c'est quand même assez tiré par les cheveux comme thème. Mais bref, les situations d'amour dans les jeux de société, c'est pas d'hier que ça arrive. Et je peux vous nommer 3 anecdotes qui sont quand même assez fameuses. Qui ont... Oh, et les anecdotes, ça c'est excitant. N'est-ce pas? La première anecdote, elle est quand même assez ancienne. C'est une anecdote sociologique. C'est une anecdote qui concerne le plus connu de tous les jeux de société après le jeu du Go. Le Monopoly. Le Monopoly. Oui, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. C'est les échecs! Voilà. Quoique le backgammon arrive pas mal sur un pied d'égalité aussi. Les échecs, messieurs, pour faire un clin d'œil à cette fameuse série de Queen's Gambit qui a fait un tollé l'automne dernier sur Netflix. Les échecs est un jeu qui a eu sa part de culture amoureuse. Et quand je veux parler de culture amoureuse des échecs, je veux parler en principe et plus précisément de la dame. Parce que vous devez savoir que dans son histoire, les échecs, qui est un jeu qui date des années autour, je dirais, de 400-500 après Jésus-Christ, c'est apparu en Inde, les échecs. Et c'était un jeu pour 4 joueurs à l'époque et non pas 2. Et ça s'appelait le Chandragupta. Mais les échecs ont migré ensuite pour prendre la forme qu'on connaît aujourd'hui à travers le Proche-Orient et à travers l'Europe. Et ça a pris à peu près 5 siècles. Et quand c'est arrivé en Europe, c'est arrivé par l'entremise des Arabes, qui l'avaient connu avant et qui l'ont amené à cause de leur conquête qu'ils ont fait au début des années 1000.
même avant, je dirais. Parce que les Arabes, pour ceux qui ne le savent pas, ont été pendant quelques siècles les maîtres de l'Espagne. Ils ont envahi l'Espagne à l'aube des années 1000 et un peu avant, et ils ont dominé l'Espagne jusqu'à la Renaissance. C'est-à-dire autour des années 1400, fin des années 1400, début 1500. Alors, au contact des Arabes, le reste de l'Europe ont connu leur culture. Et c'est les Arabes à qui l'on doit la culture de l'amour courtois. C'est-à-dire cette façon qu'on a, dans la gente masculine, de faire toutes les pirouettes possibles pour séduire une femme. Être un gentleman. Être un gentleman. Se mettre à genoux pour faire une demande en mariage. Ouvrir la porte. Ouvrir la porte pour... Tirer la chaise. Se lever lorsqu'une dame quitte et entre la pièce. Voilà. Ou offrir des fleurs. Baise-main. Exactement. La révérende. Donc, avec ça, ça s'est transposé vers les Européens. Et ça s'est transposé avec les Européens dans la classe militaire, surtout. En premier. Parce que, ça va de soi, les Arabes étaient en guerre contre les Européens au Moyen-Âge. Et donc, s'ils étaient en guerre, c'était forcément les militaires européens qui étaient les premiers témoins des mœurs arabes. Et ils ont trouvé, bien sûr, assez génial cette façon que les Arabes avaient de faire la cour aux femmes, qui plaçaient les femmes sur un piédestal total. La plus haute marche possible. Elles étaient vénérées comme des déesses, pratiquement. Elles sont des déesses. Ben oui, je dis pas le contraire. Ah, vous êtes cute, les gars. Et puis, ben, forcément, qui dit classe militaire dit noblesse, parce que c'était les nobles qui s'occupaient des guerres entre nations au Moyen-Âge. C'était les nobles qui revêtissaient les armures et qui donnaient finalement des chevaliers pour aller faire la guerre. Alors, c'est comme ça que les chevaliers ont donné naissance à l'amour chevaleresque. Et c'est comme ça que les histoires romantiques du Moyen-Âge ont commencé à faire leur chemin. Et les chevaliers table ronde ont suivi avec ça. Et bien sûr, les nobles avaient aussi le temps de se donner des loisirs quand ils ne faisaient pas la guerre. Et dans ces loisirs, ben, il y avait aussi une autre chose qu'ils avaient vue chez les Arabes, le jeu des échecs. Donc, ils ont amené le jeu des échecs à la cour. Mais, le jeu des échecs, lorsqu'il est arrivé en Europe, n'était pas comme aujourd'hui. Le jeu des échecs avait une règle assez fondamentale qui était différente. La dame n'était pas la pièce la plus puissante du jeu. C'était la tour qui l'était. Parce que la dame, à l'époque, n'avançait pas dans toutes les directions avec un nombre de cases illimité. La dame avait exactement les mêmes règles que le roi pour se déplacer. Donc, elle devenait simplement un deuxième roi, mais pire que ça, elle devenait un roi sans importance, puisque le but n'était pas de mettre en échec la dame, le but était de mettre en échec le roi. Alors, pour accompagner les mœurs, pour vénérer les femmes, honorer la dame, et obéir à l'amour courtois, eh ben, on a fait des échecs le reflet de ça. Et c'est comme ça que, à partir des années 1400, les échecs ont changé leurs règles pour que la dame devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça a été à ce point un succès qu'on a même appelé les échecs le jeu de la dame enragée à ce moment-là. Ouais, ok. Maintenant, deuxième anecdote, beaucoup plus récente, c'est celle d'un certain Richard Garfield. Celle-là, peut-être que certains la connaissent. Les fanatiques de Magic the Gathering probablement la connaissent, puisqu'elle a évidemment un lien avec son jeu, le plus connu à M. Garfield, Magic the Gathering, qui, avant de devenir le succès absolument monstrueux et omniprésent, planétaire qu'il est devenu, il était en fait tout juste lancé sur le marché, son jeu, que en 93, Richard Garfield
l'affectionnait déjà assez pour en faire quelque chose de spécial qui pouvait devenir un prétexte très, très particulier à présenter à sa blonde. Quoi? Ouais. Richard Garfield jouait à Magic, son jeu, avec sa blonde, en 93, pour, évidemment, tester des nouvelles cartes qu'il voulait présenter à son éditeur. Et il a eu l'idée, très amoureux qu'il était de elle, de lui faire une demande en mariage avec ces processus-là. Donc, il a contacté l'imprimeur de cartes de Magic et il a contacté l'artiste préféré de sa blonde. Wow. L'artiste préféré de sa blonde, parce qu'il faut savoir, les cartes de Magic sont dessinées par plusieurs artistes. Et il y en avait un, à l'époque, où le jeu était déjà sur le marché, parmi les premières éditions, que sa blonde affectionnait déjà beaucoup, qui s'appelait Quentin Hoover. Un artiste, quand même, faut se dire, qui a une touche assez intéressante dans ses dessins, très cristalline, je dirais. Donc, il a contacté l'artiste préféré de sa blonde, l'imprimeur de cartes de Magic, et il a demandé à ces deux individus-là de faire une carte spéciale qu'il allait appeler « Demande en mariage », en anglais « Proposal ». Et l'effet de la carte, ce serait en fait l'effet que les deux paquets de cartes de chaque joueur, parce que comme pour ceux qui ne connaissent pas Magic the Gathering, c'est un jeu où les deux joueurs qui sont dans le duel ont chacun leur paquet de cartes distinct. Et bien, quand la carte serait jouée, les deux paquets de cartes des deux joueurs se mêleraient ensemble et deviendraient un seul paquet. Et dans le texte de la carte, ce serait inscrit « Richard demande à son adversaire si elle veut bien l'épouser. Et si elle dit oui, les deux paquets de cartes se mélangent ensemble pour n'en faire plus qu'un. » Wow, et ça c'est beau. J'ai des frissons. C'est beau, c'est beau. C'est très geek, là, mais c'est beau. Et la légende veut que Garfield, selon ce qu'il a dit lui-même, Garfield aurait pris jusqu'à 4 parties pour que finalement sa carte puisse être pigée et qu'il puisse la jouer. Parce que les autres parties d'avant, soit il réussissait pas à piger la carte au bon moment, les autres parties d'avant, soit sa blonde le battait avant qu'il sorte la carte. C'est bon, ça. Donc, ça, c'est pour la deuxième anecdote. La troisième anecdote, elle est, je dirais, dans un contexte similaire. C'est chez les auteurs européens, cette fois qu'on se déplace, avec Friedman Fries, fameux auteur aux cheveux verts, très, très particulier, parce que non seulement il a les cheveux verts, mais en plus, il est très artiste dans sa façon de faire des jeux. En plus d'aimer le vert, il va faire en sorte que tous ses jeux commencent toujours avec un titre qui commence toujours avec un F. Pour Friedman Fries, évidemment. Puis la couleur verte doit toujours être dans la palette des couleurs de jeu. Et ça, c'est sans compter les originalités qui vont nous pondre parfois dans ces mécaniques. Mais Friedman Fries, il fut un temps où il avait une compagne qui aimait énormément les animaux et les documentaires d'animaux. Friedman Fries a noté ça et ça lui a donné une idée. Il a vu un livre qui parlait des animaux. Et il l'a acheté tout de suite pour en faire un cadeau qu'il allait donner à sa femme. Ou à sa blonde, je pense que c'est sa blonde. Puis une fois que le livre a été acheté, il s'est dit « Ben voyons donc, un livre, c'est ben trop banal. Je vais faire un jeu. Je vais inventer un jeu à partir de ce livre-là. Puis je vais en faire un jeu questionnaire sur les animaux à travers le monde. » Et ça a donné Fauna, qui est devenu un succès pour ceux qui le connaissent, parce que, en fait, c'est un jeu quand même assez génial dans ses concepts, où chacun a sa chance de faire des points, parce que c'est pas nécessairement en ayant toujours la bonne réponse que vous faites des points. Des fois, vous pouvez faire des points en étant proche de la bonne réponse.
Et puis Fauna même a eu des variantes, tellement le jeu était populaire ensuite. Et il a inventé le jeu, littéralement. Et il l'a testé et ça a fonctionné. Et ensuite, il l'a offert en cadeau de fête à sa blonde, qui en était ravie, évidemment. Parce qu'elle constatait à quel point elle était aimée par son chum, au point qu'elle pouvait servir d'inspiration totale pour faire un jeu. Et puis avec lui, par contre. Elle est partie avec le jeu. Exact. On sentait qu'en plus, Fauna est un genre d'ovni dans la collection de Friedman Freeze. Ouais. Oui. Ça se compare pas, ça se compare à aucun autre de ces jeux, là, en réalité. Non, forcément pas, effectivement. C'est là à quel point on voit que il était inspiré par quelque chose de complètement inhabituel pour faire ce jeu-là. Donc, en fait, ça fait penser à quand on dit que Picasso, on sait un peu son style, mais il était capable de dessiner très bien. Il faisait pas ce style-là parce qu'il était pas capable de bien dessiner. On dirait que Friedman Freeze, le Fauna, c'est comme son beau dessin. Ouais. Exactement, oui. Alors voilà, messieurs, c'était la chronique que je vais vous présenter. Très cool, très cool. C'est beau, j'imagine qu'il y en a d'autres histoires comme ça, mais qu'on connaît pas, mais créer un jeu par amour, hein, wow, c'est top. Ben, tellement d'artistes avaient des muses, pourquoi pas les créateurs et créatrices de jeux de société ne pourraient pas être inspirés par l'amour. Absolument. J'adore cette émission. J'adore cette émission. On va y aller maintenant avec la dernière chronique, si vous permettez. Et sérieusement, je dois le dire, je m'excuse pour le langage, mais réellement, j'ai chié dans mes culottes quand Pierre a commencé à parler, parce que moi aussi, je vais vous parler d'un jeu qui est pratiqué depuis excessivement longtemps, qui est très populaire. Certains diront même plus populaire que le Go. Un jeu qui est pratiqué depuis 1400 ans. 800 millions de joueurs actifs. Juste pour vous dire, pour le Go, il y en a à peu près 46 millions. Fait que s'il y en a qui doutent encore là, de quel est le plus populaire, je pense qu'il est populaire. Pour d'autres comparatifs, au soccer, on parle de 250 millions de joueurs. Le poker, 100 millions de joueurs. Et plus récemment, Fortnite, 50 millions de joueurs. Donc, à 800 millions de joueurs actifs, c'est le jeu qui a le plus gros pool de joueurs que j'ai pu trouver. Il s'agit bien entendu des échecs. Pourquoi on parle d'échecs? Vous allez le voir, bien entendu. Vous pouvez déjà même imaginer un peu vers où on s'en va, mais non, il y aura une surprise. En fait, c'était pas dans le but de prouver que on avait des risques à encourir, comme tu le disais au début, Simon. Oui, c'est ça, exactement. C'est toujours risqué comme pratique de ne pas savoir. Les autres font des chroniques où, et là, faut croire, premier épisode, ça arrive. OK. 1 milliard de téléphones intelligents ont dessus une application reliée aux échecs en ce moment. Il y a 17 millions de parties d'échecs qui se jouent chaque jour. 70% des adultes auraient déjà joué une partie d'échecs. On a Hikaru Nakamura, qui est un des Grandmasters en ce moment, qui fait fureur sur Twitch avec 500 000 abonnés. Il joue aux échecs, il stream les échecs devant à peu près 15 000 viewers sur une base quotidienne. Et là, ben, Pierre en a glissé un mot tantôt. Vous l'avez tous sûrement déjà regardé, mais la série Queen's Gambit a été officiellement la série la plus regardée de Netflix. 62 millions de visionnements en quelques semaines. Ça l'a fait... Oui, vas-y, continue, Simon. En fait, j'allais juste dire que présentement, je pense que la série est en train de se faire battre par une autre série. Les Chroniques de Brington, mais ça, ce sera pour un autre épisode, je crois. Oui. Mais bon, en tout cas, c'est une série excessivement populaire. D'ailleurs, cette série-là a fait exploser la vente des jeux. On parle en fait d'une augmentation de 1000% de la vente des jeux d'échecs. Et sur le site chess.com, qui est le plus gros site où vous pouvez jouer aux échecs, il y a eu 1 million de users supplémentaires dans le mois après la sortie de cette série-là. Donc les échecs c'est gros, tout ça, blablabla. On revient à cette série Queen's Gambit. Beth Harmon, une femme incroyable en fait, hein, qui est une génie des échecs. Mais elle a un côté sombre, cette Beth Harmon.
Et on pourrait dire pratiquement que The Queen's Gambit, malgré le fait que ça le fait pas à 100%, c'est une œuvre qui étudie les aspects autodestructeurs là, des gens qui sont perfectionnistes, obsessifs. C'est aussi une série qui étudie les enjeux de santé mentale et de toxicomanie. Et en fait, aujourd'hui, vous vous demandez peut-être où j'allais avec ça, on va parler d'échecs, le jeu, et de santé mentale. On a tendance, il y a comme certaines rumeurs ou certaines choses qui nous portent à croire que les échecs pourraient peut-être rendre les gens fous, hein, ou quelque chose comme ça. Je vais tout de suite commencer par une œuvre de fiction que j'apprécie particulièrement sur les échecs qui s'appelle Le joueur d'échecs. Un livre de Stéphane Zweig, excusez, il y aura beaucoup de noms d'Europe de l'Est que je pourrais pas prononcer parfaitement durant cette chronique. Donc, Le joueur d'échecs, Stéphane Zweig, c'est un livre fantastique, un tout petit livre que j'ai découvert il y a à peu près 15 ans. À chaque année, un après-midi, je m'assois, je sors ce livre-là, je le lis, bang, c'est fait, j'adore ce livre-là. Et c'est un livre qui va raconter l'histoire d'un Autrichien, un aristocrate autrichien pendant la Deuxième Guerre mondiale qui se retrouve emprisonné dans une prison nazie durant l'occupation nazie de l'Autriche. Et en fait, c'est pas comme une prison, le camp de travail et tout ça. Non, c'est des prisons pour des aristocrates. Donc, c'est un genre d'hôtel, mais dans lequel t'es dans ta chambre, il n'y a rien dans ta chambre, ta fenêtre est barricadée et tu restes là. Tu sais pas il est quelle heure, tu sais pas rien. Ils t'amènent de la bouffe, mais t'as rien à faire. Et n'importe quand, ils viennent te chercher et ils commencent à t'interroger pour essayer de voir est-ce que tu travaillais avec des juifs, est-ce que tu as fait des affaires, comment c'était avec qui que tu faisais de la business et tout ça. Donc vraiment une espèce de torture, de technique de torture excessivement poussée et cruelle là, pour déstabiliser quelqu'un. Et ce gars-là, donc le personnage, il l'appelle Monsieur B dans le livre, alors c'est comme ça qu'on va l'appeler. Monsieur B, et là, il devient de plus en plus fou, il perd la notion du temps, et à un moment donné, il voit dans la poche d'un des gardes un petit livre. Un petit livre, il est comme, un livre, ça me prend ça, j'ai besoin de ce livre, et il le vole. Il arrive à le voler là, délicatement, il le met dans sa poche. Le petit livre, et il arrive dans sa chambre tellement excité, il est comme enfin je vais avoir quelque chose à faire, il ouvre ça et c'est un livre sur les échecs. Le gars ne connaît pas du tout les échecs et en plus au-delà de ça, c'est pas un livre qui dit comment jouer aux échecs, c'est un livre c'est un livre de partie. Donc, c'est juste des coordonnées de pièces d'échecs qui bougent. Donc, réellement, quelqu'un qui connaissait pas les échecs regarde ça, puis c'est comme B8, Knight, C4, puis dans le fond, t'as aucune idée de qu'est-ce qui se passe, mais il est pris là, il y a rien à faire, donc il commence à creuser ce livre-là, au point où là, il se fabrique, il conserve des petits morceaux de pain de son repas pour se fabriquer les pièces d'échecs avec du pain, et il joue sur sa couverte de lit est quadrillée, puis il joue là-dessus, puis là, à un moment donné, il commence vraiment à comprendre, puis là, tu sais, on s'entend, là, il est là, il n'y a rien à faire à part jouer aux échecs, et là, il commence vraiment à jouer aux échecs, à un moment donné, fuck le livre, c'est fini, il joue dans sa tête, il devient complètement obsédé par les échecs, et en fait, il tombe réellement dans un délire schizophrénique, et là, il joue avec lui-même, puis il capote, il n'y a plus rien qui compte, et il se retrouve à l'hôpital, il sort de l'hôpital à la fin de la guerre, là, et dans le fond, le médecin lui dit, ne touche plus jamais à un jeu d'échecs de ta vie. Ok, fait que ça, c'est vraiment la prémisse de l'histoire. Ce personnage-là, Monsieur B, se retrouve plusieurs années plus tard sur un bateau de croisière là, entre New York et Buenos Aires, et par hasard, sur ce bateau se trouve le champion du monde des échecs de l'époque. Qui est une espèce d'abruti, le genre de gars, là, il fait rien, il a de la misère à parler, il sait pas lire, mais c'est un génie des échecs. Donc il se retrouve avec ce gars-là sur le même bateau, et bon, tous les aristocrates du moment, les médecins, les docteurs, les journalistes, ils organisent une partie entre ces deux hommes, celui qui serait un genre de génie inconnu des échecs, et le champion du monde. Le Monsieur B, en fait, va battre le champion du monde des échecs devant toute cette foule, à la grande surprise du champion du monde qui est comme, il croit pas, c'est qui ce gars-là, comment il peut me battre aux échecs. Il lui propose directement une revanche le lendemain, et il applique une autre technique quand il va jouer contre lui. En fait, il applique la technique de prendre vraiment son temps entre chaque move. Alors là, t'as Monsieur B qui lui joue dans sa tête, là, et ça va à une vitesse folle. Et en fait, ce qui devait arriver arriva. Le champion du monde étire vraiment la sauce, prend son temps, et l'autre devient tellement nerveux en fait qu'il crie, il quitte, et il est à 2 pas de la dépression nerveuse. En fait, il s'en va.
Je vous ai résumé ce livre-là assez rapidement. Tout ça pour montrer dans quel état les échecs peuvent mettre quelqu'un. C'est une œuvre de fiction, mais est-ce que les échecs peuvent vraiment nous rendre fous? Est-ce que les échecs rendent fous? Vous pensez très fort probablement en ce moment à Bobby Fischer. Bobby Fischer d'ailleurs qui était excessivement paranoïaque, qui a pu toucher à un plateau d'échecs après qu'il soit allé en Russie. Donc il y a toute une grosse histoire. Bobby Fischer n'a jamais été diagnostiqué avec quelconque maladie mentale. Et je ne vais pas trop en parler aujourd'hui parce qu'il y a déjà tellement d'œuvres intéressantes qui parlent de Bobby Fischer. Je vais vous laisser aller jeter un coup d'œil à ce niveau-là. Mais une citation célèbre de Bobby Fischer, c'est qu'il dit « J'utilise 98% de mon énergie mentale alors que les autres en utilisent seulement 2%. » Quand il disait ça, il voulait bien entendu, lui, se présenter comme une brute, hein, une brute des échecs, dire que lui, il était vraiment dédié à ça. Mais on peut lire dans le sous-texte de cette citation à quel point il avait peu d'emprise sur le réel. 98% de son énergie était sur les échecs, seulement 2% pour tout le reste. Donc on peut s'entendre que c'était un gars assez fucké. D'ailleurs, et là, les échecs, est-ce que c'est vraiment dangereux? Il y a un livre qui vient tout juste de sortir il y a quelques années, en fait, que j'ai pas eu encore la chance de lire. Un livre de Paul Hoffman. Paul Hoffman, c'est un écrivain assez célèbre qui s'est intéressé à la ligne mince entre le génie et la folie. Pour vous donner une idée, son premier livre sur ce sujet-là, c'était sur les mathématiques, donc des mathématiciens vraiment géniaux qui sont devenus fous. Et son deuxième livre, c'était sur les débuts de l'aviation, donc les gens qui faisaient les débuts de l'aviation qui sont devenus fous. Et dans ce livre, King's Gambit, A Son, a Father and the World's Most Dangerous Game, on peut retenir deux choses. Il y a vraiment beaucoup de joueurs d'échecs qui souffrent d'une certaine forme de maladie mentale. Deuxième point qu'on peut retenir, les échecs c'est le sport, mettons qu'on prend ça au sens très large, les échecs et le sport qui a le taux de suicide le plus élevé pour les joueurs et de très loin sur tous les autres sports. Donc réellement, les échecs est très dangereux. Albert Einstein d'ailleurs mettait en garde même les esprits les plus forts du risque de s'aventurer dans les échecs. Simplement, le nombre de morts qu'on peut y compter est tellement grand qu'il n'y a pas de doute comme quoi c'est le World Most Dangerous Game. Les échecs. Soyez prudents avec ça. Alors, ça va être une chronique en deux parties, bien entendu, parce que le temps file. On va commencer tout de suite avec l'analyse de certains joueurs qui ont effectivement perdu les pédales. Et je vais y aller en accéléré parce que c'est toutes des histoires vraiment intéressantes qu'on pourrait creuser. Mais mon but, c'est juste de vous donner une espèce de topo assez rapide et pour vous faire réaliser, en fait, à quel point c'est dangereux. On va commencer avec l'histoire de Paul Morphy. Paul Morphy, premièrement, c'est un des joueurs d'échecs qui a marqué les échecs à jamais. Ses parties sont encore étudiées et jouées à ce jour. Bobby Fischer disait de lui que c'est « perhaps the most accurate player who ever lived ». Alors, c'est pas rien quand même venant de Bobby Fischer. Paul Morphy, né en 1837 dans une riche famille de la Nouvelle-Orléans. À peine 20 ans, il était déjà une légende, il a conquis les échecs aux États-Unis, c'était une sensation en Europe, mais est arrivée la guerre civile et ça l'a freiné son élan, bien entendu, les échecs n'étaient plus une priorité en temps de guerre civile. Il a alors essayé de devenir avocat, mais il était tellement obsédé par les échecs en fait qu'il n'arrivait pas à se pogner des clients, parce qu'à chaque fois il faisait juste leur parler des échecs, donc c'était quand même assez bizarre. Après la guerre, en fait, il est devenu encore plus bizarre. C'était une curiosité locale. Il se promenait dans les rues de la Nouvelle-Orléans, il se parlait tout seul, il invectivait les passants, il criait. Donc, c'était rendu un gars assez bizarre. D'ailleurs, sa famille ont même essayé de l'interner à plusieurs reprises, mais il s'est toujours défendu très, très fougueusement. Ses comportements donc sont juste empirés jusqu'à l'âge de 47 ans à laquelle il est mort. Une des légendes dit d'ailleurs qu'il a été retrouvé sans vie dans sa baignoire, entouré de chaussures de femmes.
Est-ce que c'était presque un serial killer? Je le sais pas. Ça, on aura la chance dans la deuxième partie de voir justement jusqu'où on peut aller dans les délires des échecs. Un autre bon exemple de ça, c'est Vasily Ivanchuk. Vasily Ivanchuk, là, plusieurs Grandmasters disaient possibly the most talented ever. Alors, possiblement le plus talentueux de tous les temps, Vasily Ivanchuk, mais la plupart des autres personnes disaient plutôt possiblement le plus bizarre qu'il y a jamais eu. En 1987, à l'âge de 18 ans, c'était le champion européen junior et à peine une année plus tard, il était Grandmaster, top 10 mondial. À l'âge de 21 ans, il battait Garry Kasparov. Pour ceux qui ne savent pas, Kasparov, c'est une véritable légende dans le monde des échecs. Mais au-delà du fait que c'était un pur génie, ce Ivanchuk, c'était surtout un gars vraiment bizarre. Et à chaque tournoi qui était là, il y avait toujours quelque chose d'un peu fucké qui se passait. Il aurait été vu en train de ululer à la lune en pleine nuit, donc comme un loup à l'extérieur, ou juste regarder le plafond vraiment longtemps pendant une partie. Et une de ses bonnes anecdotes, c'est que il a essayé de... Tu sais, vous savez, les gros chèques là, surdimensionnés là, que tu gagnes, là, comme quand tu gagnes un prix, ben, il essayait de plier ça puis de le mettre dans sa poche. Donc c'était un gars assez bizarre. Un de ses bons amis d'ailleurs a comme essayé de le défendre en disant qu'il souffrait pas vraiment d'une maladie, mais il disait Chucky live on planet Ivanchuk. Donc il vit sur sa propre planète et c'est comme ça qu'il est. Une des très bonnes histoires, d'ailleurs, c'est une de mes histoires favorites sur la folie et les échecs, c'est Wilhelm Stenitz. Stenitz, c'est probablement... Il est considéré comme le plus grand joueur d'échecs du 19e siècle, mais c'est aussi celui qui a amené les échecs au niveau de sport professionnel. Donc c'est pas comme n'importe qui, c'est vraiment quelqu'un d'important pour les échecs. Malgré tout ça, c'était un gars qui était reconnu pour être vraiment mauvais avec ses finances. D'ailleurs, il est mort dans la pauvreté la plus totale, mais c'était aussi quelqu'un qui souffrait de maladies mentales. À cette époque-là, bien entendu, c'était comme toujours difficile de diagnostiquer ces choses-là, mais sérieusement, s'il est mort dans la pauvreté, c'était pas juste parce qu'il gérait pas bien son cash. En fait, après avoir perdu en 1894 contre Lasker qui est aussi un très grand joueur d'échecs, Stenitz est allé en Russie pour essayer de reprendre son titre. Et au lieu de gagner, en fait, il s'est complètement effondré. Il a fait une dépression nerveuse après sa défaite et il a passé 40 jours dans un asile à Moscou. Dans cet asile-là, en fait, la seule chose qu'il faisait, c'était trouver du monde pour jouer aux échecs. Après, bon, il est sorti de là, il est revenu aux États-Unis, mais son état s'est toujours de plus en plus aggravé. D'ailleurs, il a passé comme une très grande partie de sa vie et il est mort dans un asile à New York. Alors, c'est très triste, cette histoire-là. Et la légende, c'est lui qui disait, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il aurait joué une partie d'échecs avec Dieu. À travers un téléphone sans fil invisible. Je vous rappelle qu'on est comme en 1930. Là, donc, à travers un téléphone sans fil invisible, il aurait joué une partie d'échecs avec Dieu. Le deal, c'était que pour que ce soit fair, Dieu lui aurait donné un pawn up, donc il aurait donné un pion d'avance. Okay? Donc, il aurait enlevé un de ses pions. Et Stenitz aurait gagné la partie. Et là, Dieu a dit, ben ok, c'est bon, mais dans le fond, je veux une revanche sur mon home turf, là, donc à la maison. Quelques jours plus tard, Stenitz était mort. Le New York Times, d'ailleurs, en parlant de toute cette situation de Stenitz, disait... il n'y a pas de doute que la mort de Stenitz est reliée à une maladie mentale, mais sa mort, c'est juste un autre pièce à l'échiquier qui prouve à quel point le jeu des échecs peut être dangereux. Je vais conclure ça avec une dernière petite anecdote. Alors, c'est le cas de Akiba Rubinstein, un autre très grand joueur d'échecs du début du 20e siècle. Lui, en fait, son truc, c'est qu'il aimait vraiment pas ça, regarder ses adversaires. Même quand il était au sommet de son art et tout ça, souvent il s'assoyait de côté à la table. Donc il n'était pas obligé de regarder l'autre personne.
Même que à un certain point, quand il était rendu un peu plus avancé dans sa folie, il faisait son move, il courait se cacher dans un coin de la salle, il attendait que son adversaire fasse son move, puis il revenait jouer. En 1932, il a dû abandonner un tournoi parce que il souffrait d'anthropophobie, il aimait pas ça être près des gens, mais ça s'est juste transformé en fait encore une fois en dépression nerveuse couplée de schizophrénie. À partir de là, il a passé les 29 années suivantes de sa vie interné là, on and off. D'ailleurs, encore une fois, l'histoire dit qu'il était amené par ambulance chaque matin et chaque soir dans un café où il faisait juste passer ses journées à jouer aux échecs. Et le soir revenait dans sa petite chambre sombre de son sanatorium dans laquelle il jouait aux échecs contre lui-même, assis devant un miroir. Et donc, ça c'est... on va y revenir plus tard, mais ça montre quand même que ça semble dangereux quand on creuse dans toutes les histoires là, de maladies mentales par rapport aux échecs. Ouais, tabarnouche, j'avais pas entendu toutes ces histoires-là. Je savais pas que c'était aussi commun ou fréquent dans ce milieu des échecs. Ouais, c'est quand même assez troublant de voir ça. Oui, en fait, c'est pratiquement normal quand on s'y arrête un peu plus longuement de constater je dirais, dérèglement de l'esprit par rapport à la réalité quand on voit ces champions des échecs-là, parce que c'est à ça que ça peut finalement rimer au final. Que de maîtriser un jeu à ce point. Je pense que c'est d'ailleurs ça que The Queen's Gambit a réussi à représenter le mieux dans la série. Pour l'avoir vu. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je le recommande fortement. Parce que c'est vrai que la tête d'un champion d'échecs, elle est absolument formatée pour être complètement dédiée à ce jeu-là à chaque heure de la journée. Exactement comme un musicien va devoir pratiquer son 9 heures, je dirais probablement minimum. Un musicien prodige, surtout un musicien professionnel parmi les plus vénérés sur la planète, va devoir probablement pratiquer son instrument au moins 9 heures par jour. Ça devient vraiment quelque chose qui ne peut pas faire autrement que de couper de la réalité. C'est probablement aussi la même chose pour les athlètes olympiques. Donc je pense que ça fait en sorte que les échecs deviennent vraiment un sport de l'esprit. Ça prend toute sa forme, ça prend tout son sens quand on dit que les échecs deviennent un sport de l'esprit, c'est ça. Et parenthèse pour ce fameux Lasker, Lasker est un auteur de jeu aussi. Il a fait un jeu qui s'appelle Laska en 1911. Ça se trouve être en fait une variante du jeu de dames. Pour vous montrer finalement que oui, les joueurs d'échecs pouvaient être obsédés juste avec les échecs, mais ça pouvait leur arriver de s'adapter aussi à d'autres jeux, puis de s'intéresser à d'autres jeux. Puis ce que Lasker a fait avec sa variante des jeux de dames, c'est que c'est un jeu de dames où est-ce que les pièces ne sont jamais capturées. En fait, elles ne sont jamais éliminées du plateau. Lorsqu'on les capture, elles arrivent plutôt à se loger en dessous des pièces qui les ont capturées. Et elles peuvent être libérées ensuite si ces pièces-là qui les contrôlent vont se faire capturer ensuite. Très cool, très cool. Sur ça, on a quand même été pas si pire dans les temps, je pense. On voit qu'on va avoir du bon contenu cette saison-ci. Pour moi, la table est mise là, à quelque chose qui va être très, très, très intéressant. Ouais, des gros sujets, on va en profondeur. C'est le fun de parler de différents sujets comme ça. C'est vraiment cool. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. Ça fait longtemps qu'on voulait l'essayer, JF. Avec l'arrivée de Pierre, ça faisait encore plus de sens d'aller dans cette direction-là. Donc j'espère que ça va vous plaire parce que ça va être la direction pour la saison 9. Il n'y a pas bien le choix de toute façon. C'est ça ou rien.
C'est ça. C'est ça ou rien. C'est ça où je m'en vais. Bon. Merci au Patreon encore une fois d'être là. Les autres, si vous voulez nous encourager, vous pouvez retrouver sur notre page Patreon, donc Balado Ludique. Sinon, venez juste nous dropper un petit like sur Facebook, partagez l'épisode si vous aimez ça, parlez-en à vos amis. On voit qu'on a petite statistique intéressante vu qu'on est à la fin de l'épisode. Et là, ça, c'est un avertissement pour les gens du Québec. Mais nous avons eu dans le dernier mois plus de téléchargements en France qu'au Québec. Alors, ça, c'est quand même un point tournant pour nous. Alors, peut-être que nous allons aborder l'esprit français dans les prochains épisodes. Sinon, ben, on a plein de choses à vous dire, mais on va garder ça pour un autre épisode. 11 avril. Mettez ça dans votre calendrier party de fin de saison de Balado Ludique. Messieurs, sur ce... Simon, c'est un plaisir. On se reparle bientôt pour d'autres sujets. On se reparle très bientôt pour d'autres sujets. Et Pierre, on te laisse le mot de la fin. C'est fini.